Verdun, 21 février 1916, premier jour de l'opération Gericht. Il a neigé la veille et gelé dans la nuit. Au petit matin, quelques hommes sont évacués à cause du froid. Tout semble calme quand soudain, à 7 heures, l'artillerie du Kronprinz déclenche l'apocalypse. Sur toute la ligne autour du saillant, plus de 1200 canons font feu à une cadence infernale. Au cœur du dispositif, sur la ligne de 12 km entre Aumont et Horn, ce sont 870 canons qui se déchaînent. La majorité des pièces sont des canons lourds, des redoutables 210 à cadence rapide, jusqu'aux pièces de 380 de marine, sans oublier les effrayants obusiers de 420. Le plus grand bombardement jamais vu jusqu'alors vient de débuter et écrase toute la région fortifiée de Verdun. Ce Trommelfeuer, comme l'appellent les Allemands, est tellement intense qu'on le perçoit à plus de 150 km dans les Vosges ou au chemin des Dames. Avant d'être chassés du ciel par l'écrasante supériorité aérienne allemande, quelques aviateurs français décrivent une ligne continue de feu. Ce n'est pas une pluie d'obus, c'est une cataracte. Plus d'1 million tombent sur la zone en quelques heures. Côté français, c'est le chaos. Les timides tentatives de réaction de l'artillerie sont immédiatement contrebattues. Les communications sont coupées. Les bois au nord de Verdun sont en feu. Les soldats ne peuvent que subir, se terrer dans des entonnoirs et baisser la tête au milieu des cadavres de leurs camarades qu'il leur est impossible de secourir. À 4 heures du soir, le tir s'allonge, signe de la fin du bombardement. L'infanterie allemande entre en action sur la rive droite de la Meuse. Après une telle préparation d'artillerie, on a promis aux soldats qu'ils pourraient avancer l'arme à la bretelle et se contenter d'occuper le terrain. À leur grande surprise, il n'en est rien. Du terrain retourné surgissent des poignées de survivants en loques, hébétés par le souffle des obus, mais qui se battent comme des lions. Au lieu de les démoraliser, le bombardement les a au contraire remontés. Se battant avec l'énergie du désespoir, ils s'organisent en petits groupes autour des abris qui ont subsisté. Quand leurs fusils sont inutilisables, ils se battent à la grenade ou à la baïonnette. Au soir, seules les troupes d'élite du général von Swell ont progressé d'environ 3 km à l'ouest de la ligne d'attaque au bois d'Aumont. Partout ailleurs, le front a bougé tout au plus de quelques centaines de mètres. Au bois des Cours, des contre-attaques françaises sont même lancées en soirée. Les Allemands, soucieux de préserver au maximum leurs troupes, s'en remettent une nouvelle fois à un bombardement infernal. Après ce deuxième bombardement, d'une intensité presque égale au premier, qui a vu un nouveau déluge d'obus s'abattre sur la zone, les fantassins allemands reprennent l'offensive. Ils avancent toujours, avec la plus grande peine, se heurtant aux survivants du 30e corps français qui résistent toujours comme ils peuvent malgré le manque de coordination et d'information. Les plus gradés des survivants organisent la défense locale, qu'ils soient capitaines, lieutenants ou même simples sergents. Mais leur résistance ne saurait durer. Très inférieurs en nombre, désorganisés et ne pouvant compter sur un soutien efficace d'artillerie, ils sont peu à peu repoussés. Les chasseurs de Drian, qui tiennent encore au bois des Cours, reculent peu à peu et sont décimés. Drian lui-même est tué dans la nuit du 22 au 23 d'une balle dans la tête en allant secourir l'un de ses hommes. Les survivants se replient sur Beaumont. Ils ne sont même pas 10% de leur effectif de l'avant-veille. La confusion la plus totale règne toujours côté français. Le général R, qui commande le secteur, doit agir dans le flou. Symbole de cette confusion, le village de Saint-Monieux. Ce village des bords de Meuse a été repris par une contre-attaque française, mais la nouvelle de la reprise du village n'étant pas parvenue à l'arrière, l'artillerie française le bombarde en le croyant occupé par les Allemands. Beaumont et Horn tombent le 23. Ils feront partie des villages déclarés morts pour la France à la fin de la guerre. Le front s'est raccourci et les Allemands font avancer leur artillerie. À Paris, c'est la panique. L'état-major a d'abord cru à une attaque de diversion, mais au fur et à mesure que les nouvelles leur parviennent, ils ne peuvent que constater qu'il s'agit d'une offensive majeure. La presse, d'ordinaire claironnante, est pessimiste et voit déjà les Allemands aux portes de la capitale comme en 1914. Le gouvernement est préoccupé. Aristide Briand, président du Conseil, fait savoir à Joffre qu'il est hors de question de céder Verdun. Le repli n'est pas une solution envisageable. L'immense prestige que Joffre acquit lors de la bataille de la Marne s'écorne. Le généralissime, qui a fort caractère, privilégie toujours son offensive sur la Somme, mais il accorde à Castelnau de faire ce qu'il juge opportun pour défendre Verdun. Le général de Castelnau est l'un des rares officiers d'état-major à avoir envisagé une attaque allemande sur Verdun, dont il avait inspecté les défenses quelques semaines auparavant. Il s'attelle alors à redresser une situation bien compromise. Dès le 24, il envoie le 20e corps relever le 30e, mais ne peut que constater que les Français reculent partout. Vacheroville est pris et le front arrive ainsi jusqu'à Bras, dernier village sur la Meuse avant les faubourgs de Verdun. Privé de renseignements aériens,
Les Français n'ont toujours aucune vision claire de la situation. Les renforts sont souvent livrés à eux-mêmes, leur ordre se résumant généralement à avancer dans telle direction jusqu'à rencontrer l'ennemi. Castelnau décide l'évacuation de la plaine de la Vèvre et le repli sur les positions fortes du plateau. Cette évacuation s'effectue de manière chaotique, mais heureusement pour les Français, la neige et la prudence des Allemands permettent de limiter les pertes. Le 25 février se déroule un épisode tragique pour les Français. La chute du fort de Douaumont. Au matin, le 24e régiment d'infanterie brandebourgeois arrive aux abords du fort le plus menaçant de la région de Verdun. Leur mission est d'aider à la capture du village de Douaumont, situé non loin du fort et qui se dresse sur la route des Allemands. Jamais le commandement allemand n'aurait osé imaginer prendre d'assaut ce fort qu'ils pensent puissamment armé. Pourtant, quand ils arrivent en vue de Douaumont, les brandebourgeois constatent que le canon de 155 du fort continue de tirer sur des positions lointaines. Le sergent Kunze et quelques hommes se risquent alors à avancer témérairement et, à leur grande surprise, arrivent à se hisser à l'intérieur du bâtiment. Rejoints par le lieutenant Brandis à la tête d'une poignée de soldats, ils prennent possession des lieux dans des conditions rocambolesques. Il faut dire que le fort n'est occupé que par une cinquantaine de territoriaux qui ne s'attendaient pas à une action allemande. L'ordre de réoccupation des forts avait pourtant été donné la veille en même temps que celui d'évacuer la Vèvre, mais une mauvaise coordination entre généraux a reporté de quelques heures décisives son application. C'est ainsi qu'une vingtaine de brandebourgeois se rendent maîtres du principal point de défense de la région sans tirer un seul coup de feu. Ceux-ci se hâtent de rameuter tous leurs camarades des environs pour remettre le fort en état de défense. Quand les Français arrivent pour le réoccuper, celui-ci est à nouveau opérationnel. Cette énorme faute leur coûtera des dizaines de milliers d'hommes. En Allemagne, la nouvelle est triomphalement reprise dans tous les journaux. Douaumont ist gefallen. Généralement retranscrite comme un assaut héroïque pour reprendre un fort bardé de redoutables défenses, la prise de Douaumont fait penser outre-Rhin que la bataille de Verdun est presque gagnée. Il est vrai que la situation est très grave côté français, et que même si la coordination revient peu à peu, et que les pertes allemandes sont bien plus élevées qu'espérées par Falkenhayn, l'opération Göricht s'approche de plus en plus d'un succès. Des mesures drastiques s'imposent pour retrouver un équilibre.